يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner pour un nouveau rendez-vous de Stade 24. Alors aujourd'hui, comme invité, on reçoit Mohamed Lasset, entraîneur. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Ma'ammar, j'espère qu'on va passer de bons moments. Bonsoir Sid Ahmed. Ah ben voilà, Sid Ahmed c'est fait. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mohamed Joubour et bonsoir à notre invité et à nos amis téléspectateurs. Sans plus tarder, on va planter le décor de l'émission, puisque le décor de l'émission aujourd'hui avec l'événement, c'est ce résultat. On est à 3 jours du match retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'USMA d'Alger qui revient avec un nul d'Afrique du Sud, 0-0. On reviendra également sur les matchs de l'équipe nationale. La Coupe du Monde approche, mais l'équipe nationale a 2 matchs amicaux, le 16 et le 19. Avec quelle équipe ? On va essayer de savoir, de tenter de débriefer ou de faire une lecture des joueurs qui pourraient être convoqués, des hauts et des bas consacrés à la dernière visite du secrétaire général de la Confédération africaine de football avant le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Et puis également, est-ce que l'Algérie est-elle prête à accueillir cet événement ? On répondra à cette question sans oublier retour sur les matchs de Majid Bouguera. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à l'USMA d'Alger, seul club algérien en Coupe de la Confédération africaine de football. Une équipe de l'USMA d'Alger qui a disputé son match aller en Afrique du Sud face à Cape Town United et qui affronte ce mercredi cette même équipe 0-0 au match aller. Retour sur cette rencontre signé Sid Ahmed Khedis. L'USMA d'Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, a décroché un bon résultat en Afrique du Sud face à Cape Town City, en faisant match nul pour le compte de la première manche du deuxième tour préliminaire bis de l'épreuve. Le début du match est à mettre à l'avantage des locaux qui mettent la pression sur les usmistes avec 2 occasions coup sur coup, obligeant le portier algérois à s'illustrer. Le quart d'heure de jeu dépassé, le jeu s'équilibre un peu plus, mais reste concentré au milieu de terrain. Les rouges et noirs sortent de leur camp et monopolisent le ballon, en se créant l'occasion la plus franche de scorer par Mahious, après une belle passe en profondeur de Blade. Malheureusement, l'attaquant bute sur le gardien adverse. 2 minutes plus tard, l'ailier sud-africain Gbo a failli ouvrir la marque. L'arbitre sifflera la mi-temps sur ce score de 0 partout. En seconde période, le jeu est taché des deux côtés, on n'aura pas vu grand-chose. Siwala, sur coup franc, voit son tir passer juste au-dessus de la barre transversale. Boualem Cherif décide alors d'opérer quelques changements offensifs, mais ce sont les locaux qui se montrent encore une fois dangereux. En fin de match, l'USMA d'Alger aura une dernière occasion de scorer. Meziane qui s'infiltre dans la surface, il centre pour Mahious d'une tête décroisée, rate le cadre. Dans les 5 dernières minutes, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est tout d'abord Mahious encore une fois qui voit son ballon toucher le poteau et sortir avant que Nigali ne rate seul face à Benbout. L'arbitre sifflera la fin du match sur ce nul, une manière pour les usmistes de préserver leur chance intacte en vue de la seconde manche prévue mercredi 9 novembre au stade du 8 mai 45 de Sétif. Mohamed Lasset, 0-0, c'est le score piège par excellence. Bien sûr, avant tout, c'est un résultat, très bon résultat à l'extérieur. Même le coach de l'USMA en a parlé. Il a dit qu'on était vraiment très fort sur le plan défensif, chose qui peut en même temps démontrer que l'adversaire est bon sur le plan offensif. Si l'USMA a été vraiment fort défensivement, ça veut dire qu'il a été vraiment attaqué par l'adversaire. Donc c'est un adversaire, comme vous le dites, à prendre au sérieux. Mais c'est un bon résultat. Reste à confirmer le match retour. L'USMA a tous les moyens, surtout ici en Algérie, pour confirmer son résultat. Inch'Allah, la réussite et ça va passer, Inch'Allah. 0-0, beaucoup d'occasions ratées du côté de l'USMA d'Alger. Vous le dites également, ça aurait pu balancer d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous faites très bien de le dire et vous avez très bien résumé le match. Alors, si on devait qualifier ce 0-0, c'est un des 0-0 plaisants à voir. Pour avoir revu la majeure partie du match, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. On a vu des attaquants sud-africains ratés face à Benbout qui s'est vraiment illustré sur cette rencontre, tout comme le défenseur central Blade qui a fait un excellent match.
Et de l'autre côté, les attaquants de l'USMA, notamment Mahiouz, qui a raté un nombre incalculable d'occasions. 4 occasions nettes de scorer, une qui a fini sur le poteau. Mais aussi, il faut rappeler, Mohamed Djibour, que ce match, l'USMA ne l'a pas préparé dans les meilleures conditions avant d'aller. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en sélection, des joueurs qui se sont... Oui, après, avec Majid Bougara, qui était en stage. Ils avaient joué face au Niger. L'équipe Après avait joué face au Niger, la dernière joute amicale. Donc, Boualem Sharif le disait aussi, c'est un effectif amoindri. D'ailleurs, les changements apportés en seconde période, Meziane, Bacha qui sont rentrés vers la 75e minute. Sur le dernier quart d'heure, ils étaient un peu fatigués parce qu'il y a eu le déplacement, il y a eu le match amical. Donc l'USMA a eu du mal à préparer cette rencontre. Mais je pense que sur ce qu'on a vu sur ce match aller, il ne devrait pas y avoir de problème pour l'USMA, même si, comme vous le dites, c'est un score piège. Il faudra ne pas encaisser à domicile. Parce que sur le continent, je rappelle que la règle du but à l'extérieur, en cas d'égalité, reste toujours valable. Quand Boualem Sharif dit là, on est en train d'apprendre, je me tourne vers vous, Mohamed Lasset, pas pour vous mettre en opposition, mais moi, quand je regarde l'effectif de l'USMA d'Alger, c'est un effectif qui a déjà disputé. Des joueurs qui ont déjà disputé une compétition africaine ou régionale. Ils ont de l'expérience. Quand il dit on est à la recherche d'expérience, c'est une manière de se protéger en cas de faux pas. Bon, si on fait une étude footballistique réellement technique d'ISMA, c'est une équipe qui a déjà de l'expérience. Ah, voilà, c'est ce que je Les poules, c'est l'objectif minimum. C'est le SMIC, quoi. Mais je comprends Boualem Sharif, c'est pas le type qui était là il y a 4 ans. Donc il est nouveau dans l'équipe. Oui, mais il a la fiche technique des joueurs. Bien sûr, bien sûr. Mais il a un plan de jeu, il y a un projet de jeu, il y a beaucoup de choses qu'il veut mettre en place. C'est possible qu'il parle avec prudence en ce sens. Il veut avant tout assurer sa maîtrise technique, mais l'USMA, avec son Boualem Sharif, pour moi, c'est une équipe qui, pour elle, les poules, c'est... Quand je regarde la composante, la grande majorité partie des joueurs, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Qui ont un vécu africain. Donc Boualem Sharif, si on essaie d'analyser ses pensées, je pense qu'il est vraiment allé droit sur le plan technique, sur le plan jeu. Comment dirais-je, c'est pas prudent, mais il veut s'assurer sur le plan jeu. Au fond de lui, il sait que l'USMA a les potentialités, les moyens et même les ingrédients techniques pour réussir. Mais il veut le faire avec prudence, il est prudent. Prudent puisqu'il n'est pas encore installé. La situation n'est pas maîtrisée sur le plan technique. D'ailleurs, Boualem Sharif, on le connaît, c'est quelqu'un qui veut mettre un projet de jeu à sa manière, une discipline de jeu à sa manière. Ben, qu'il a dit ça avec prudence, puisqu'il n'a pas encore bien... Je pense qu'il veut assurer ses arrières, il veut se protéger pour se donner le temps. Parce qu'on sait que c'est le facteur temps qui joue en sa défaveur à l'USMA. Ancelotti dit, il le dit lui-même, les entraîneurs n'ont jamais de temps. Exactement. Et c'est ce qui fait défaut aux entraîneurs, surtout en Algérie. Parce qu'on le voit, cette année, regardez, dans d'autres championnats étrangers, ça veut faire la même chose. Ouais, ça a bougé. L'Allemagne, ça a bougé. En France, ça a bougé. Non, mais beaucoup plus en Algérie. C'est une spécificité chez nous. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, on le voit, le facteur temps fait défaut à beaucoup d'entraîneurs. Et comme l'a dit M. Lasset, Boualem Sharif, on le connaît. C'est quelqu'un qui veut s'installer dans la durée, il veut mettre en place un projet de jeu et ça prend du temps. Donc, il veut refaire ce qu'il a fait à la Après, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui à l'USMA, il est un peu décrié par rapport à ses choix, etc. Mais on ne peut pas lui en vouloir parce que les résultats sont là. L'USMA est 3e au classement en championnat et à 90 minutes des poules. Donc, objectif, si demain l'USMA se qualifie, enfin si mercredi, le match se jouera mercredi, quand je dis demain, c'est l'expression. Si mercredi, l'USMA se qualifie en phase de poule, Boualem Sharif aura tout gagné. Objectif atteint. Exactement. Moi, j'ai profité, en parlant de l'USMA d'Alger et de nos équipes sur la compétition africaine, puisque vous venez malheureusement de sortir d'une compétition. C'était le tournoi de l'UNAF, mais c'est avec des équipes maghrébines et africaines également. Dans la tranche d'âge, les U20, c'est ça, n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale. L'Égypte et la Tunisie iront représenter ou iront disputer le tournoi final. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question, quand on voit les équipes, pourquoi je reviens aux équipes, quand on voit les équipes tunisiennes, marocaines,
arrivent Libyennes. à être... Les Libyennes, non. Les Libyennes n'arrivent pas à aller en finale. Mais je dis, arrivent à aller très loin dans ce type de compétition, coupe dans la Confédération. Est-ce que vous avez senti sur cette tranche d'âge à 20 ans qu'il y a un gros décalage? Bien sûr. Sur technique? Sur le plan individuel, la formation de ces joueurs de nos équipes voisines, c'est des joueurs. On ne parle pas des joueurs qui viennent de l'étranger. On parle du joueur. Je parle du joueur formé local dans leur propre pays. Dans leur pays. Si vous prenez, localement, vous prenez ces équipes, la liste des 25 participantes du dernier tournoi UNAF, vous ne trouverez pas moins de 10 joueurs dans l'équipe du Maroc ou de la Tunisie qui jouent ou au minimum central avec l'équipe de D1. C'est une chose. Donc, ils sont déjà affrontés à la pression des résultats. Par exemple, tu trouves des joueurs dans le club africain, des joueurs de l'Étoile du Sahel, Wydad El Baydawi. La différence, déjà, elle est là. C'est des joueurs qui ont été formés. Le processus de formation, ils ont un acquis sur le plan de formation de haut niveau. La preuve, si tu prends en Algérie, quel est le club qui forme les joueurs dans des conditions qui peuvent lui permettre de jouer au niveau international? Tout le monde vous donnera le Paradou. Merci. Le Paradou. Paradou, et pour vous dire, il n'est pas à la hauteur du club africain. Ce qui se fait sur le plan international. Donc le joueur, il est formé individuellement dès son jeune âge au niveau du club, une formation de haut niveau. En plus de ça, au niveau de sélection nationale, ça vous avez parlé des Tunisiens et des Marocains. Et les Libyens, c'est la même chose? Les Libyens, la chance qu'ils ont, c'est que leur sélection joue d'une manière. Mais ils sont en pleine progression, on le voit. Que ce soit en U20 ou en U17. Si on compare, les U23, on les a vus. Il y a une nette progression sur les dernières années. Les U20 libyens, les U20 de l'équipe d'Algérie, de notre équipe nationale qui s'est éliminée. Sur le plan individuel, je peux vous dire qu'on les dépasse. Oui. Mais sur le plan collectif, on a fait un nul avec eux. Oui, on méritait de perdre. Ils ont gagné le Maroc avec l'Armada. Si on pose la question, oui, la différence, malgré qu'ils ont. Collectif. Ils sont là, ils travaillent d'une manière permanente. Ce qui manque, les équipes sont au niveau du. Qu'est-ce qui vous a empêché, à vous, d'être en stage permanent? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai l'option des joueurs binationaux, nos enfants qui jouent à l'étranger. Pourquoi je n'ai pas trouvé de joueurs ici de niveau international? C'est possible que j'ai tort, mais je peux vous donner des statistiques. J'ai trouvé que 3 joueurs qui jouent en équipe senior. 2 au Paradou, Tetraoui Boulbina, et 1 au CSC. Aucune équipe n'a un joueur qui joue en senior. Comparativement au Maroc et à la Tunisie, ils n'ont pas moins de 10 joueurs qui jouent en senior. Et puis, je suis passé au deuxième niveau. Quels sont les joueurs qui font la différence au niveau U21? J'ai trouvé par exemple le joueur de Jeska Kharib, le joueur de CRB qui a remonté le score contre la Tunisie, Hamadi. Donc, je ne dirais pas les joueurs de deuxième classe. Donc, en tout, le noyau en Algérie, le noyau réel, je pouvais faire la figuration chaque mois, 25 joueurs locaux, et faire la multiplication des stages. Je savais qu'on ne peut pas affronter ces équipes nationales avec ces joueurs. Alors, j'avais 10 à 12 joueurs issus du championnat local. Donc, impossible de faire des stages d'une manière permanente. Et j'avais entre-temps nos joueurs qui sont d'un niveau excellent sur le plan technique, les joueurs, nos jeunes qui jouent à l'étranger, ils ont une base, mais là, un problème est surgi. D'ailleurs, dans mon rapport technique et mon bilan, même je ne suis pas là pour... je ne suis pas bien placé pour donner des orientations puisque j'ai perdu mon objectif, mais ces expériences que je dois mettre sur papier, il faut tracer une politique. La seule politique. Oui, on le dit depuis des années. Non, je passe à la pratique. À la pratique. Dites-moi, pour être clair, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas bénéficier des joueurs algériens de manière permanente évoluant à l'étranger. Ça, c'est clair, on le sait. Deuxièmement, vous le dites, nos clubs ne travaillent pas assez pour nous donner des joueurs performants sur cette tranche d'âge ou dans le processus de formation. J'irai plus loin. Nos clubs travaillent très peu. Ne travaillent pas assez, travaillent très peu en termes de catégorie jeune. La direction technique nationale ou la fédération n'impose rien au club. D'accord? Ailleurs, ça se fait. En France, ils imposent. Ailleurs, tout à fait. Donc, on n'impose rien. Aussi. Chacun est libre et de faire ce qu'il veut. Comme il sait. Avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Donc, alors, comment sortir de ce schéma-là? Je vais vous répondre. Avec ma petite expérience, j'ai eu 3 ans au niveau de la DTN, entraîneur U17 et U20. En même temps, j'ai touché à tout. Et même, je suis allé faire des petites recherches. Et
J'ai fait sortir le palmarès historique des résultats des catégories jeunes. C'est un palmarès vide. Non, c'est vierge. Il est vierge. Non, Vierge. mais il y a 2 points. Il y a eu la génération Ibrir, avec Ibrir. Et il y a la génération qui a joué la Coupe du Monde. C'est ça là. Pour, C'est la génération Ibrir. Voilà. Dans tout ça, les deux meilleurs résultats qui frappent à l'œil, c'est notre qualification aux Jeux Olympiques. C'était avec Chourman Bouantra qui a été fait par Chourman était entraîneur, et notre participation à la Coupe du Monde U17. Junior. Ces 2 résultats ont un point commun. Stage permanent. C'est des académies, des stages. C'était ils travaillent de manière permanente. Ce qui veut dire travailler de permanence, donc tu as le volume adéquat et même le contenu. Aujourd'hui, en équipe nationale, si on travaille de la sorte actuelle, faire des stages occasionnels, suite à des invitations, des tournois occasionnels, on n'arrivera jamais. Il faut trouver le processus. Sans parler des clubs, les clubs forment ou font Parce pas. que c'est l'État qui finance le sport. Exactement. Donc, à ce moment-là, la finalité. Et c'est l'État qui doit mettre en place La politique des jeunes. une feuille de route. Mais la pour tous finalité, les c'est pas pour clubs. vous interrompre. La finalité, pour aller un peu plus vite, c'est de dire on les prend en stage permanent, ils sont là 4 jours, on les libère pour le club, pour la compétition. Voilà. Et voilà la politique à suivre. Voilà. Il y a une feuille de route Par exemple. en fonction des échéances, surtout. Moi, d'après mon expérience, si vous me donnez 2 minutes, Marc, c'est très simple pour moi, vaguement, mais ça reste à développer, exploser. Revenir à l'ancienne méthode, aller de la sélection de wilaya, chercher les meilleurs chaque wilaya, passer à la zone régionale écrémez à chaque et zonale. Et on fait un pôle d'excellence pour les meilleurs. Il ne faut pas faire ce qu'on a fait auparavant. On a par exemple 6 régions, fois 25 joueurs, ça fait 150 joueurs. Tout de suite, on fait un plateau et on prend les 25. On jette, on laisse ailleurs. Ça en plus, il y a de la progression. Exactement. Ce que je propose, ce que je propose, c'est pas prendre les 25 et les autres. Non, c'est garder les 6 régions où il y a 25 joueurs qui travaillent toute l'année sous la direction de l'entraîneur national. Par exemple, la région Alger, Oran. On l'a compris, vous êtes très simple. Auparavant, on faisait des sélections régionales. Après, vous éliminez le reste et vous gardez. Maintenant, moi, ce que je propose. L'évolution sera différente. Maintenant, ce que je propose. On aura un œil sur toutes les régions. C'est garder ces régions qui travaillent. Par exemple, le championnat, samedi, c'est bon. Ils sont là le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ils repartent au club. Il est à Stif, il est à Magra, il est à Saoura, il est à Liasma. D'ici, les gens travaillent. Donc, on a 150 joueurs qui sont au niveau des centres régionaux. Vous avez un large éventail pour le choix. Sous le programme dicté par l'entraîneur national, on collabore avec la direction technique toute l'année. Quand il y a une compétition, l'entraîneur national a la base de données avec ses adjoints et les sélections régionaux. Il va prendre les meilleurs pour le tournoi. En plus de ça, pour la formation, pour Hana, c'est pour colmater le vide du travail qui ne se fait pas au niveau des clubs. Ça. La deuxième étape, en Algérie, les sélections nationales ne jouent que les tournois gratuits. Les UNAF, Invitation Libye et Coupe arabe. Il faut passer à une étape supérieure. Ce que font nos voisins et même les petits clubs, la Mauritanie qui tente de progresser. Oui. C'est participer, il y a le tournoi de Göteborg, participer au tournoi international de il y a le tournoi de Rotterdam. Même s'il faut payer. Surtout pour les jeunes catégories. On n'a pas de joueurs au niveau des clubs. Les clubs travaillent moins. Donc, créer les sélections régionales, les meilleurs de la sélection. Et les joueurs qui s'établissent à la sélection d'Alger. Il ne va pas rester là. S'il ne progresse pas, il y a un autre qui est là. L'entraîneur national, il a sous son autorité. C'est ce que je dis, c'est en fonction de l'évolution du joueur. Les reconfaisaient auparavant. On mettait un plateau, il y avait 150 joueurs, on prend les 25 et les autres, ils partent dans notre. Il faut garder les 150. Bien sûr. Et à chaque fois qu'on a besoin, on prend. Plus, sur le plan préparation internationale, je le dirais, il faut dépenser. Il faut chercher les matchs internationaux. Ce jeune-là, s'il ne fait pas les matchs internationaux, s'il ne joue pas contre des Européens, contre des Africains, il ne découvre pas tous les footballs. C'est ce qu'il va faire qu'il va progresser. Et là, tu n'es pas encore sûr de réussir. Après un cycle, les responsables techniques se réunissent. Non, on a fait ça comme positif, ça comme on doit revoir ça. Mais aller avec ce qu'on fait. Continuer sur ce chemin, ça ne mènera à rien. Même si on fait des résultats, ça a des résultats aléatoires. Des résultats. Non, c'est trompeur. C'est aléatoire. C'est trompeur parce que vous restez encore une fois dépendant. Ce n'est pas des dates FIFA sur cette tranche d'âge. Donc vous ne pourrez jamais bénéficier de vos joueurs quand vous le voulez. L'expérience a été vécue. Donc
Il faut changer, il faut tourner la page, il faut une nouvelle réflexion, il faut travailler. D'où l'importance d'un directeur technique national, d'où l'importance également de revoir l'ensemble du fonctionnement de la DTN. On doit avoir une DTN, mais ce n'est pas avec 3 gars ou 4 gars que la DTN fonctionne. Elle doit l'élargir, créer les départements, la compétence. C'est tout cela. Mais je pense que la sonnette d'alarme, c'est cette gifle qu'on a reçue pour les 3 sélections. C'est vraiment, ça devrait être la sonnette d'alarme parce que, soi-disant, on avait mis les moyens pour. Non, les moyens ont été mis. Justement. Mais c'est pas la bonne formule. La bonne méthode. Exactement. C'est pas la bonne formule. Donc, il va falloir reformuler et restructurer les choses pour pouvoir avancer. Donc, ça devrait servir de leçon pour la suite. Le vrai problème, c'est que tous les clubs. Mais avant tout, c'est les clubs. Tous les clubs dépensent l'argent de l'État. Et l'État candidat, c'est fait ministère, fédération, DTN. Oui. Ils n'ont aucune autorisation d'intervenir au niveau des clubs. Si on voit les pays... Et la DTN doit le faire. C'est le rôle de la DTN. La DTN, par réglementation. Bien sûr. Oui. Si on voit le système français de formation, qui est le meilleur, qui est parmi nous, pour ne pas dire le meilleur. C'est le meilleur, en Europe. Les centres de formation sont régis par des règlements et des lois où les clubs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Par exemple, ici en Algérie, un centre de formation pour eux, c'est entraîner et partir jouer, faire un contrat pro, le vendre. Non. Si tu vois les critères de réussite, les critères d'efficacité du centre de formation, un critère qui est très important, qui a un bon coefficient, c'est la scolarité. Oui. L'investissement. C'est un nombre d'étoiles. Voilà. Après, non, nous en Algérie, on dépense l'argent de l'État. L'État doit intervenir, ministère, fédération DTN. Il faut qu'ils auront leur mot à dire pour ne pas dire diriger la formation. Par exemple, on oblige chaque club dans 3-4 ans, c'est loin, mais il faut... Il faut commencer un jour, il faut le faire. Le cahier de charge, si tu demandes l'éclairage, le finance, sont de formation. Au minimum. Mais il y a des clubs qui sont en train de construire leur centre de formation. Oui, mais ça reste petit. Donc, pour moi, saison 2026, par exemple, un club qui n'a pas un centre de formation, il joue pas en Ligue 1. Après, si centre de formation, je ne les donne pas entre les mains du club. Non, le club, il est là, il protège aussi du club. Mais la formation, elle dépend de la DTN. Les formateurs, demain, on va Qui choisit les formateurs? On va construire des grands centres de formation. Ça veut dire des terrains, là où ils la restauration, l'hébergement, etc. Le plus important dans la formation, il y a le joueur qu'on doit former. Il y a l'infrastructure. L'État doit le faire. De base. Mais le plus important, c'est les encadreurs. C'est les entraîneurs. Ce jeune, pour être formé, il doit avoir un contenu. Le volume moral, on peut l'assurer quand il y aura l'infrastructure. Mais le contenu aujourd'hui, le formateur dans les pays développés, ce n'est pas l'entraîneur. Là, la différence d'entraîneur, par exemple, à partir de 2026... Il doit y avoir l'harmonisation. Les 16 clubs d'Algérie, celui qui veut rester en Dieu doit avoir un centre de formation. Un centre de formation, c'est le côté pédagogique. Il doit avoir un directeur du centre et des éducateurs. La fédération, à partir d'aujourd'hui, elle doit préparer, elle fait appel au club. Oui. Donnez-nous 2 noms pour qu'ils seront formés en tant que directeurs. On va former 32 directeurs de centre de formation. C'est-à-dire, pour conclure, avant de former les joueurs, il faut former les entraîneurs. Bien sûr, non, pas former. Il faut les former dans cette nouvelle spécialité. Les former pour être dans un centre de formation, parce que c'est pas la même chose. Si on fait le projet, par exemple, en 2026, le club qui n'a pas un centre de formation ne peut pas jouer en D. La DTN doit avancer, elle doit former 2 directeurs de centre de formation. Donc on en a 32. Les clubs ne peuvent pas recruter de directeurs de centre de formation à part ces 32. Très bien, on l'a très bien compris. La démarche, on a très bien. Attends, on attend. Il faut que ça suive. Il faut prendre une décision. Et il y a urgence en la matière. Alors l'actualité également, l'actualité immédiate, on est au mois de novembre, c'est ces 2 matchs de l'équipe nationale. Et tout le monde, ça spécule, ça va dans tous les sens. La liste des joueurs et quels sont les joueurs qui vont être rappelés. Est-ce qu'il y aura Awar? Est-ce qu'il y aura Ait Nouri? Est-ce qu'il y aura également d'autres joueurs? Il y en a d'autres. Il y a Fares Chaibi, la pépite de Toulouse. Oui. Il y a Botoba qui joue très bien. À Niort. Alors, sur ce dossier, aujourd'hui, sur les informations, Awar, c'est fait. Il a eu son passeport algérien. Et il ne veut pas se prononcer sur la question. La question lui a été posée en conférence de presse.
Il n'a pas voulu répondre, il a botté en touche, c'est normal, c'est une conférence de presse, parler de son club Lyon, lui qui vient de retrouver une place de titulaire. Avec l'arrivée de Alors, Laurent Blanc. justement, je pose la question. Est-ce que vous pensez, Mohamed Lassed, que l'entraîneur national va quelque peu apporter de gros changements, ou sinon ça va être 1, 2 joueurs? Qu'est-ce que vous dites? Au vu du fonctionnement de Belmadi depuis qu'il a pris l'équipe nationale. Bon, le fonctionnement de Belmadi, à partir des 2 derniers matchs qu'on a joués à Oran, même dans sa conférence de presse, il parle de rajeunissement et de nouveaux sons nouveaux dans l'équipe. Pour ce qui est de Ouar ou de Aït-Nouri ou autre, ou un joueur qui joue en Algérie, l'essentiel. Dès qu'il y a un nom, dès qu'il y a un lien de parenté, un nom, tout de suite, on le donne sur les réseaux sociaux en équipe nationale. Ouais. L'essentiel, c'est que joueur binational, le joueur local, l'essentiel, c'est que l'entraîneur national, ici que l'objectif, le plus loin, c'est la Coupe du Monde 2026. Il y a la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique. Donc, pour rentrer dans les détails, moi, je ne suis pas, non, bon, c'est de la spéculation. Bien informé. Bon, Awar, c'est fait. Pour le reste, je ne sais pas, je ne suis pas plus informé. Il y a aussi Adli, Yassine Adli qui joue au Milan AC. Lui également il ne s'est pas prononcé. Voilà. Mais je pense que de ce qu'on a vu sur la dernière conférence de presse de Jamel Belmadi, tout porte à croire. Il a dit, attendez, il va y avoir des surprises. Il va y avoir du nouveau. Voilà. Donc tout porte à croire. Il va y avoir des surprises entre les noms qui sont annoncés et d'autres qui peuvent être appelés. Donc je vous ai cité 2 noms qui reviennent assez souvent. Il y a la petite pépite de 19 ans, Fares Cheibi, qui joue à Toulouse. Pour sa première saison en Ligue 1, il en est à 2 buts et 4 passes décisives, je pense. C'est un bon joueur qui était en Ligue 2 la saison dernière. Toulouse vient d'accéder en Ligue 1. Donc il fait un bon début de saison avec son club. Il est sous les yeux de Jamel Belmadi. Il y a aussi Botoba, qui joue à Niort et qui a fait le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il était passé par Valence, il s'est un peu perdu. Là, il retrouve une place de titulaire au Niort en Ligue 2. Donc, il pourrait être appelé, parce qu'on le sait, là, comme l'a dit le coach, c'est 2 matchs amicaux qui vont être joués. Donc, je pense que Jamel Belmadi voudra aussi voir de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs. Il n'aura plus rien jusqu'au mois de mars. Donc, histoire de s'arrêter sur une liste qui pourrait être définitive avant la Coupe d'Afrique. Il doit avoir beaucoup d'autres joueurs et je pense qu'il va y avoir du nouveau pour ce mois de novembre. 2 matchs amicaux. Alors, dans un premier temps, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, finalement, c'est le Mali. Le Mali et la Suède. Le Mali le 16, la Suède le 19, ça se jouera à Malmö. Le match contre le Mali se jouera à Oran. Finalement, on pensait Berraqi, non, ça sera à Oran. Une équipe africaine, une équipe européenne. Je rappelle, concernant la Suède, ça sera notre 5e confrontation contre la Suède aux Suédois. La première, c'était dans les années 70, je pense en 74. D'ailleurs, votre père, Allah yarhamou, faisait partie de cette équipe. On les avait rencontrés 2 fois. La dernière fois, ça remonte après la Coupe d'Afrique des Nations. 90. Pas 2000. Non, 90. On les avait joués au stade du Saint-Juillet. D'accord. J'avais vu ce match, c'était un match nul. Et c'était, après le sacre. Après le sacre, c'était Sarral qui avait marqué le but égalisateur. Une équipe européenne, c'est la première équipe européenne que va rencontrer l'entraîneur national. La Suède. Ça sera un bon test. D'ailleurs, ce que je voulais dire avant d'intervenir sur les joueurs Ouar et Aït-Nouri, c'est que l'équipe nationale, c'est un projet continu. Aujourd'hui, Ouar, Aït-Nouri ou X, ils sont les meilleurs à avoir avec la forme de X. On va reprendre à partir de mars. C'est sur la forme du moment. C'est les meilleurs sur la forme du moment. On aura 3 mois, décembre, janvier, février, c'est presque 4 mois. Au moins, l'entraîneur national aura une idée sur les anciens joueurs qui sont avec l'équipe nationale, les nouveaux, et même tout ce qu'il a comme objectif. Jouer 2 matchs contre le Mali et la Suède, ça sera toujours du football, ça sera toujours de l'observation. Et c'est 2 styles différents. L'évaluation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a un peu de temps. Cette fois, on a un peu de temps pour préparer cette équipe nationale. Mais la forme des joueurs jusqu'à mars, c'est des joueurs qui vont venir avec une... Je ne sais pas pour vous interrompre, quand vous parlez de la forme,
peut-être la différence avec les autres nations. C'est qu'ils vont jouer la Coupe du Monde. Les autres nations vont jouer la Coupe du Monde. Au mois de et novembre. on le voit avant la Coupe du Monde, le nombre de blessés, parce que les matchs en Europe, c'est quasiment tous les 3 jours des enchaînements. On a vu blessures musculaires. Et puis ça sera plus grave après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, au mois de février, il y aura la reprise. Ligue des champions. Champions League européenne. Non, Champions League européenne. Et Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui. Donc très bien, bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs locaux. Et après, il y a également le retour pour le continent des matchs pour l'élimination pour la Coupe d'Afrique. Pour les équipes nationales. Donc l'état de forme, c'est très important d'en parler aujourd'hui, parce que dans quel état vous jouez au mois de novembre et dans quel état vous allez les retrouver au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. C'est à partir de là que je dis que surtout Djamel Belmadi travaille sur la liste élargie. Il y aura de nouveaux joueurs, il y a des joueurs qui vont sortir, qui vont. L'essentiel, les gens doivent comprendre qu'une équipe nationale, c'est un processus continu. Ce n'est pas un club. Oui, de toute façon, il n'appelle pas pour appeler. C'est-à-dire qu'il a une idée directrice, idée du moment, et également, on le voit, il le fait à dose homéopathique. Il ne change pas toute. Une équipe nationale, ce n'est pas un club au mois de juin, on fait un mercato à 13. Une équipe nationale pour garder, malgré qu'on a été éliminé en Coupe du Monde, on n'a pas fait une grande Coupe d'Afrique, on a été éliminé au premier tour, mais une équipe nationale a gardé sa. Comment dire, une certaine force. La preuve, si c'était une autre équipe qui a été éliminée en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, des fois il y a des nations qui peuvent pas revenir après 2-3 ans. Après combien 4 mois, on est revenu, on a fait 2 bons matchs avec sur une série de 5 matchs sans défaite. Mais je pense que ce qui est pour beaucoup aujourd'hui, c'est la stabilité et le fait d'avoir gardé Djamel Belmadi. C'était le gros débat à un moment donné. Parce que ça aurait été une erreur de tout changer et de vouloir tout reconstruire. Parce qu'il n'y avait pas que du mauvais. C'est vrai qu'il y a une élimination, mais au-delà de l'élimination, il y a de belles choses qui ont été réalisées par ce groupe. Et tout enlever, tout changer, d'un coup, vous l'avez dit, il y a une ossature au sein de cette équipe. Il faut garder, et comme l'a dit Mahamar, changer à dose homéopathique, c'est-à-dire incorporer des jeunes. À chaque fois, le coach le disait, le sélectionneur national, il y a, on veut dire, une réelle envie de rajeunissement de l'effectif. Mais après, ça ne se fait pas avec une baguette magique. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change tous les joueurs et qu'on ramène de nouveaux joueurs. J'ai dit plusieurs fois, derrière moi, après notre élimination, j'ai été invité sur des plateaux. Il y a des gens qui ont compris ce que j'ai voulu dire. Il y a d'autres qui voulaient me taxer d'avocat de Djamel Belmadi. Je n'ai aucun intérêt avec Djamel Belmadi. J'ai dit, malgré qu'on a été éliminé en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique, l'entraîneur pouvait partir. Comme les autres types, la fédération pouvait le limoger. Mais moi, en tant que technicien, garder un entraîneur qui a fait du bon et du moins bon pour assurer la continuité, pour ne pas refaire ce qu'on faisait auparavant. Les Allemands, rappelez-vous, l'entraîneur. Avec Joachim Löw. L'Italie, avec l'actuel entraîneur. Il y a des nations, on ne change pas pour changer, parce que vous mettez tout dans la balance. Tout dépend. Moi, ce que je dis, je vous pose la question, Belmadi, du jour au lendemain, il s'est réveillé, il dit, bon, ça y est, parce que j'ai été éliminé, je vais continuer. Il a dû peser le pour et le contre. Ça veut dire qu'il a cette envie de continuer. Il a en plus, je pense... Il a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de réfléchir, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr. Mais dans le même temps, je me dis... Il a une envie de réussir, d'aller à cette Coupe du Monde, d'aller la chercher. Il n'aime pas l'échec, on le voit. Rester sur un échec, c'est frustrant. Il ne veut pas sortir par un échec. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est qu'on a été un peu dur avec Djamel Belmadi. C'est vrai que... c'est le football. Mais on a été un peu dur avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un entraîneur qui arrive. Il est tout jeune. C'est un pur produit algérien. C'est un sélectionneur algérien qui est à la tête de la sélection algérienne. C'est sa première expérience en tant que sélectionneur, il n'a pas d'expérience auparavant, il est venu avec ses idées. Sans vouloir vous interrompre, je rajouterai juste concernant Djamel. C'est quelqu'un, quand il a commencé sa carrière d'entraîneur, et vous allez me le dire, il a toujours réussi. C'est la première fois dans sa carrière d'entraîneur qu'il échoue sur 2 objectifs. Tout à fait. Donc, et il va rester sur ça. Il y a une remise en question. Il va se remettre en cause, il va se remettre en question. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça avait fonctionné jusqu'au match du Cameroun, au match aller. Tout le monde applaudissait au match aller, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, quand lui disait, attendez, il reste un match retour. On avait fait le plus dur pour les Algériens. Donc je dis, il doit tirer des enseignements, sûrement il y a des choses qu'il a retenues de cet échec. Mais partir sur un échec, je pense, en plus tout le monde est compétiteur, tous les entraîneurs sont des compétiteurs. Il ne peut pas partir sur un échec. Partir sur un échec avec un groupe qu'il a monté, qu'il a fabriqué. Parce que moi je rappelle... Et un groupe aussi talentueux, parce qu'en 2019,
quand lui est arrivé et qu'il avait dit que j'allais en Égypte pour gagner la Coupe d'Afrique, les gens l'avaient taxé de fou. Non, pas ça. Moi, je rappellerai juste. Au-delà de ça. C'est pas pour remuer le couteau. Hein. Bon, dans la plaie. Oui, c'est pas pour remuer le couteau. Ben Nasser, il jouait pas. Oui. Moi, je me souviens d'un entraîneur, pas le citer. Et qui a été élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique? Je me souviens d'un entraîneur qui était fier de dire Ben Nasser, hein, on n'en a pas besoin. Hein, d'accord. Moi, je me souviens de ça. Ouais. Aujourd'hui, le reste, on le connaît. C'est-à-dire, le gars, il a monté une équipe, il a conçu un projet de jeu. Ça a marché en 2019, ça a marché pendant 35 matchs. Bon, pour des raisons qu'il a exposées, mais tout est discutable en football. Tout à fait. Sur la CAN, la dernière CAN et la Coupe du Monde, le match retour, ça n'a pas marché. Le plus important pour moi, c'est qu'un entraîneur qui a réussi une Coupe d'Afrique, il a réussi à construire une équipe nationale avec 35 matchs sans défaite, il a perdu 2 objectifs. Dans un laps de temps très court. Ouais, c'était rapproché. C'est ce qui fait mal. S'il a repris, à part il aime le football, il aime travailler. Tout le monde aime le football. Il aime les défis, mais le plus important, il croit en son joueur. En son projet, joueur. Tu sais, si je connais Belmadi en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un qui joue pas contre ses idées. S'il a vu qu'il ne peut pas réussir, il pouvait partir. Bien sûr. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le moment qu'il est resté 1 mois ou plus d'1 mois où il n'a pas parlé, c'était là où il était en train. Et la décision, pour moi, et même pour les gens qui aiment le football et aiment l'équipe nationale, garder le même entraîneur pour ici une autre période, est-ce celle-là les meilleure, ou prendre un autre, même quel que soit son niveau, et essayer. Je préfère. Déjà, il a fait du bon travail. On a eu une Coupe d'Afrique, on a construit une équipe, on a fait des chèques, on compte. Et on n'est pas le premier à garder, on n'est pas la première nation à garder un entraîneur qui a réussi quelque part et a échoué quelque part. Ah non, mais nous, on n'a pas l'habitude de ça, c'est une première. Alhamdoulilah. C'est une première, c'est vrai, de travailler dans la continuité. Allez. Eh bien voilà, messieurs, on continue toujours cette fois-ci avec notre deuxième rubrique, des hauts et des bas. Le mois de janvier, l'Algérie accueille le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Je rappelle, les infrastructures, certains stades ont été mis à niveau parce qu'il y a des exigences, il y a un cahier des charges. On attend l'ouverture, ça va se faire, ou l'inauguration du stade de Barraqi, superbe stade. Présent à Alger en visite d'inspection, le secrétaire général de la Confédération africaine de football. C'est un sujet préparé par Nerimen Zegag. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, est arrivé à Alger jeudi dernier pour une visite de travail de 4 jours pour inspecter les sites et les installations qui accueilleront le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023. Mosengo Omba fera le tour des stades afin de s'assurer de leur état de préparation. Le vendredi 4 novembre 2022, il a rencontré le président de la Fédération algérienne de football, Sfizef Djahid, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sabgag. Le secrétaire général de la CAF s'est rendu à Oran pour une visite du stade olympique qui devrait accueillir des matchs du Chêne 2022. Il a même inspecté la pelouse en présence du responsable de Natural Grass Company et s'est dit satisfait de la qualité du gazon ainsi que les infrastructures annexes. Si on regarde l'état de la pelouse, c'est des classes supérieures. Je ne peux n'être que satisfait de ce que je viens de voir. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18 équipes prennent part au tournoi final du Chêne. L'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Barraqi, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Voilà donc concernant l'infrastructure. Et puis on va rester avec cette visite et écouter M. Véron Mosengo Omba, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui remercie l'Algérie. Je voudrais avant tout remercier les Walid et Annaba qui nous a très bien accueillis, remercier le président de la FAF, mon frère Djahid, et surtout les autorités algériennes pour avoir accepté d'accueillir le Tchad ici dans ce magnifique et beau pays. En particulier remercier son Excellence M. Tebboune, le président de la République, qui offre pas seulement, comme je l'ai dit à Oran, pas seulement au peuple algérien des magnifiques installations, mais ils offrent ça à toute l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui va se réunir aussi, l'Afrique du football.
C'est vrai que quand j'ai vu ce stade, il est magnifique, ce stade de complexe du sportif d'Annaba. Un magnifique stade, mais c'est vrai, il reste quand même de chantier, de choses à faire. Mais le Wali m'a rassuré que tout sera fait à fin novembre. Donc moi, je compte sur lui. C'est un grand travailleur, il sait ce qu'il dit, je le crois, je pense que c'est un stade magnifique. Et puis il y aura de belles fêtes de football ici. Bien, alors oui, à travers la déclaration du secrétaire général, satisfaction concernant cette visite d'inspection, elle arrive à 1 mois et demi du début de la compétition. Alors rappelons qu'il a visité les 4 sites, il était là pour 4 jours, Ma'amar, il est arrivé jeudi. Première destination, le stade du 5 juillet. Ensuite, il est allé à Oran pour aussi voir l'état de la pelouse avec le responsable de Natural Grass Company qui était sur place. La suite de la visite s'est déroulée à Annaba, où on a vu c'était un stade magnifique qui devrait être prêt pour le CHAN. Donc le Wali a rassuré le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Et cette visite s'est achevée hier. Et je pense qu'il l'a dit lui-même, il est satisfait. Grosso modo, l'Algérie est prête pour cet événement. Accueillir cet événement, 18 nations. Notre équipe nationale se prépare sous la houlette d'un staff technique élargi, je le rappelle. À sa tête, Majid Bouguera et les anciens internationaux, Mosbah, Matmour, qui a rejoint récemment l'équipe. Aucune défaite, 2 victoires lors des derniers matchs contre le Mali et le Niger 4-0, 2-0. Une équipe invaincue. Alors, je me tourne vers vous, Mohamed Lassette, équipe invaincue, 12 matchs, où elle a disputé 13e match. 13 matchs invaincus. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle connaisse un peu une défaite, cette équipe, justement, pour se mettre dans la difficulté? Parce que est-ce que c'est pas trop... On risque de se dire, ça y est, on a gagné 12 matchs, donc ça ne va être qu'une formalité. Même si le premier tour est simple, mais moi je parle des matchs à élimination directe, sur le tournoi. Non, là, j'espère qu'ils restent invaincus. Ouais. Et ces 12 victoires de suite, ils ne sont pas là d'une manière... Non, d'avoir une équipe qui nous pose de gros problèmes, quoi. Je pense que le champ prochain, notre équipe A', c'est vrai, vous voulez expérimenter... Comment va réagir, la réaction de l'équipe? Histoire de les voir quand ils sont dans la difficulté. Voilà. Ça peut passer et on va voir la réaction. Mais il y a entre-temps une autre expérience, ne pas goûter à cet échec. Dans cette équipe nationale, moi je la suis de près et même on discute parfois avec Bouguera. Ces résultats ne sont pas des résultats qui viennent d'une manière hasardeuse. Il y a une manière, on voit la progression, on voit l'utilisation des joueurs, on voit le travail qui se fait. En plus, il a la difficulté entre la Coupe arabe qu'il avait dirigée, qu'il avait gagnée, et le CHAN. C'est notre équipe. Ça bouge énormément parce que c'est des joueurs qui peuvent partir à l'étranger. Et là, ça pourrait bouger encore avant le CHAN. Je pense qu'ils vont bloquer. Il faut faire la différence entre l'équipe nationale, notre équipe nationale de Bouguera qui a eu la Coupe arabe. Et n'oubliez pas qu'il y avait Belaïli, Brahimi, Saïou. C'est notre équipe qui l'a construit en un laps de temps très court et qui fait 12 victoires de suite avec des nations. C'est pas des nations. On a joué dernièrement contre le Mali qui était vice-champion de l'ancien CHAN. L'essentiel, elle est sur une dynamique positive. Mais ce qu'a dit Ma'amar, des fois, moi, en tant qu'entraîneur, j'aime ces difficultés. Voilà. On ne souhaite pas la défaite. En tant que joueur, on a tendance à se dire qu'on a gagné pratiquement tous nos matchs, avoir la grosse tête avant de débuter une compétition qu'on joue chez nous. Mais il y a aussi ce côté psychologique qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette équipe n'a encore jamais été mise en difficulté. Pourquoi je pose cette question? Pourquoi je la pose? Je ne sais pas si vous vous souvenez, équipe nationale, 35 matchs sans défaite. Ouais. Avant la Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique. Il y a une image qui est symptomatique. Moi, je la garderai tout le temps, cette image. Le but. Quand ils encaissent le but 1-0, ils font tout pour revenir et ils voient qu'ils n'arrivent pas à revenir. Et inconsciemment, ils devaient se poser la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas possible. Parce qu'ils ne connaissaient pas cet état d'esprit depuis longtemps. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. Moi, je dis que cette équipe nationale n'a pas connu cette c'est pas une défaite. Elle n'a même pas connu, elle n'a même pas cette vu, émotion. Elle n'a même pas été menée au score. Voilà. Ça rentre dans le programme de l'entraîneur. On a fait 12 matchs et on aura pris 3 matchs. Donc, 3 matchs. Alors, il y a la Syrie. Il y a la Syrie, premier match. Les Émirats Arabes Unis. Il y a la Syrie, il y a le Koweït. Le Koweït, voilà.
Et le dernier match c'est le Sierra Leone. Sierra Leone, voilà. Une seule équipe africaine. Il y a des fois des victoires qui ne servent à rien. Des victoires non programmées par le plan de jeu, par le projet, par l'entraîneur lui-même. C'est des victoires qui viennent à Gdac. Là, il faut avoir peur. L'équipe nationale a prime pour conclure sur ce point-là. On espère qu'elle gardera toute cette dynamique et ces résultats positifs. Mais en même temps, s'il y arrive un moment où on sera mené au score ou là une défaite qui peut nous faire du bien, on dit parce que avant le tournoi, bien évidemment. Avant le tournoi, bien sûr. Non, parce que pourquoi? Parce que vous êtes sous une forme. La première partie va se dérouler sous forme de championnat. Après, c'est des matchs à élimination directe. Sur les matchs à élimination directe, c'est des matchs de coupe. Mais souvenez-vous, le match de l'équipe A face au Ghana avant la Coupe d'Afrique, qui était trompeur. 3-0. 3-0, on avait gagné, on avait dominé. Tout le monde se disait que ça y est, l'Algérie était. On a connu le même parcours que le Ghana. Hein. Oui. En Coupe d'Afrique des Nations. On s'est fait éliminer au premier tour. Ouais. Mais on l'a vu. Les matchs amicaux, même les matchs internationaux aujourd'hui, même au niveau européen, plus haut niveau, les matchs amicaux ne sont plus des références pour les matchs officiels. Les matchs officiels des tournois Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique, il y a un paramètre qui rentre. Ouais, c'est l'État. C'est la compétition. Non, c'est comment aborder le match, comment réagir. C'est la compétition, c'est pas un match amical. Comment réagir officielle. Comment réagir quand on est mené au score, quand on met un score. Si on a une pièce maîtresse, un joueur qui est absent, la compétition officielle ne donne pas droit, ne donne pas du temps nécessaire pour réagir. La compétition amicale, tu es là, tu changes. Dans les matchs amicaux, il n'y a toujours pas moins de 6-7 changements. Mais le match officiel, tu as 90 minutes, tu as un adversaire en face qui te pose des problèmes. Toi, tu es là, il faut réagir rapidement. Il faut trouver des solutions. Donc la compétition officielle, c'est une autre paire de manches. Mais on fait la compétition amicale pour s'approcher de la compétition officielle. Ouais. Mais moi, je pense que sur ce tournoi-là, notre équipe nationale est bien partie pour aller loin. On aura l'occasion, il y a encore un mois et demi. Ouais, ça sera le 13 janvier. Exactement. 13 janvier, début de la compétition. Entre-temps, il y aura la Coupe du Monde de football. On s'approche, ça y est. Il y a un seul problème que normalement, moi, je pense que ça sera un problème. Lequel? C'est la présence dans le tournoi officiel, le CHAN, le public. Une autre équipe nationale à prime. Ils vont être présents, je pense. Je peux vous non, dire non, pour le moment. La préparation, elle se fait sans public. Sans public. Et un paramètre qui est très important. Par exemple, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer face ici en Algérie. On connaît notre public, c'est un public. Alors on va vite. Alors qu'est-ce que vous voulez dire pour vous? Nous, on a un public qu'on connaît. C'est un public qui aime son pays. Oui. Mais cette équipe nationale, comment doit-elle réagir au public? Face à un public qui l'encourage, ou là qui est un peu stressé par une équipe qui nous mène. Donc, pour moi, la présence du public dans un tournoi qui est amical, elle fait partie de la préparation globale de l'équipe. Bien sûr. Puisqu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire la préparation à un match officiel? C'est préparer dans les mêmes conditions. Il y a un paramètre qui manque, un grand paramètre. Il met des baffes au stade. Espérons que, on connaît notre public, ça sera du positif, Inch'Allah. Il va pousser cette équipe, le CHAN d'ailleurs. À part le titre qu'on va avoir, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer derrière. Déjà, on en a profité avant le début, les infrastructures. Bien sûr. Ça, c'est un acquis. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et ces joueurs locaux, s'ils arrivent à faire une bonne compétition, un bon résultat, ils peuvent s'exporter. Bien sûr. Voilà. C'est très important. Mohamed Lassette, merci. Vous avez transmis votre rapport à la direction technique nationale? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un bilan technique. Mais je suis en train de faire un bilan technique de l'UNAF. Et un rapport détaillé de toutes mes activités et même des propositions pour la DTN, malgré que je suis réellement quelqu'un qui n'a pas réussi. Il y aura la proposition que vous nous avez faite aujourd'hui à l'émission. Malgré que je sais qu'en Algérie, un perdant n'est pas une source de proposition. Merci Mohamed Lassette, encore une fois. Merci Sid Ahmed. Quant à moi, je vous dis encore une fois merci d'être resté avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui ont été avec nous ce soir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس
معا نصنع المستقبل.